Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce premier webinaire sur les traitements thermiques et notamment sur les traitements multifonctionnels. Donc, je vais commencer par vous présenter les intervenants du jour. Donc, pour ma part, donc, je suis Amandine Davito, je suis la chargée de communication du groupe Thermilion. Ensuite, nous aurons Bernard Selvi, le directeur commercial et marketing du groupe. Et enfin, Stéphane Schomer, qui est le directeur technique du groupe Thermilion. Alors, concernant le déroulement du webinaire, nous allons commencer par une rapide présentation du groupe par Bernard Selvi. Ensuite, Stéphane Schomer prendra le relais pour le focus de 30 minutes sur les traitements multifonctionnels. Comme vous pouvez le voir à l'écran, sur votre droite, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc, dans l'onglet questions, nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, nos experts prendront 10 à 15 minutes pour vous répondre à la fin du coup de l'exposé. Voilà, je laisse la main à Bernard du coup pour la présentation du groupe. Merci. Merci Amandine. Bonjour à tous. Le groupe Thermilion est une entreprise familiale qui a été créée en 1960 par M. Louis Villard et dirigée depuis plusieurs décennies par la famille Monnier. Notre site historique est implanté à Lyon, à Gerland, d'où notre nom, Thermi-Lyon. Nous sommes un des pionniers à l'origine du concept du traitement thermique à façon, car auparavant, les ateliers de traitement étaient intégrés chez les mécaniciens. De ce fait, nous connaissons bien notre métier. D'un point de vue de la stratégie, notre objectif est de proposer un panel complet de traitement thermique et dépôt sous vide dans toutes les technologies pour une offre objective. Nous mettons également en place une organisation adaptée pour chaque métier de nos clients. À titre d'exemple, pour le marché automobile, IATF, pour l'aéronautique, le NADCAP, médical, ISO 13485. Notre stratégie repose également sur une indépendance financière. Nous développons en interne nos propres traitements via nos services R&D. Il s'agit de notre gamme de traitements Thermi, Thermi-SP, Thermi-Netrox, Thermi-Carb. Quelques chiffres sur le groupe Thermilion, chiffres de 2019. Le groupe Thermilion, c'est 180 collaborateurs, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 20 millions d'euros consacrés aux investissements sur les 4 dernières années. Nous avons en portefeuille plus de 5000 clients et tous nos sites sont certifiés d'un point de vue qualité. Pour des raisons de service de proximité, nous avons 8 sites de production en France et 1 en Roumanie. Notre savoir-faire se résume sur ce tableau, à savoir combiner selon l'objectif performance-coût recherché des propriétés de surface par les revêtements, superficielles pour les traitements thermochimiques et traitements à cœur. Pour chaque traitement, nous disposons de plusieurs technologies. Par exemple, pour la cémentation, on peut faire de la cémentation bain de sel, on peut faire de la cémentation sous atmosphère contrôlée et on peut faire de la cémentation sous vide. Un traitement, plusieurs technologies. Nous sommes ce que les anglo-saxons appellent un spécialiste du surface engineering. C'est-à-dire que par nos combinaisons de traitements surface, superficielle et à cœur, nous créons de nouveaux matériaux. Nos clients sont issus du secteur de la mécanique, tels que l'outillage, les composants, le sport et loisirs, le médical, l'aéronautique et l'automobile. Voilà, je vais passer la parole à Stéphane Schomer. Merci Bernard. Bonjour à tous. Moi je fais de la technique, donc je vais vous parler un peu de technique. Et j'ai quand même pas beaucoup de temps pour vous faire un exposé qui est assez riche, donc je risque de parler un petit peu vite et puis de balayer les notions assez rapidement. Mais vous aurez l'occasion éventuellement de revenir sur le chat ou sur les questions pour des petites précisions en fin d'exposé. Donc je vais faire d'abord des rappels.
qui concerne, alors c'est pour situer un petit peu le sujet, hein, donc on part de loin, on part vraiment des traitements thermiques en général, et puis on va aller petit à petit jusqu'au traitement multifonction. Et là, je vous décrirai les développements récents qu'on a pu faire dans le groupe Thermilion. Donc, très rapidement, donc, quels sont les objectifs des traitements thermiques? Les traitements thermiques, ils sont pratiqués sur les métaux en général, et principalement sur les aciers. Aujourd'hui, on va plutôt parler des aciers. Ils sont destinés à ajuster les propriétés mécaniques, que ce soit des caractéristiques générales mécaniques, hein, la résistance mécanique, la limite élastique, l'allongement %, mais aussi la ténacité, par exemple la tenue au choc, hein, donc qui se caractérise par des mesures comme le KU ou le KV. Et puis aussi, par exemple, la tenue en fatigue, hein, qui est une notion de fatigue mécanique et de rupture différée. Mais on peut aussi améliorer par les traitements thermiques, lorsqu'ils sont élaborés dans des conditions particulières, des propriétés de surface qui peuvent amener des caractéristiques particulières aux matériaux, hein, de la résistance à l'usure, au grippage, au collage, mais aussi des propriétés de frottement, de glissement, de la résistance à la corrosion. Et puis, parfois des propriétés d'inabilité ou de polissabilité. Ça, on travaille plutôt sur l'homogénéité du matériau. Les traitements thermiques ont une place importante dans la fabrication de composants mécaniques et se situent à différentes étapes de la fabrication. Donc là, c'est juste pour illustrer les positions où on retrouve les traitements thermiques. Donc c'est les cadres rouges, hein. Donc là, je vais très vite, hein, c'est juste pour rappeler que le traitement thermique est une des composantes de la fabrication d'un composant mécanique et intervient à différentes étapes. Et donc, il y a une interaction forte entre l'histoire de la pièce et son traitement thermique. Et parfois, il se produit des choses en traitement thermique qui sont issues de l'étape précédente, qui peut être une mise en forme, un usinage, etc. Et donc, on doit, nous, comme on n'intervient que sur le traitement thermique ou le traitement de surface, bien comprendre ce qui se passe avant-après et bien discuter avec nos clients de ces étapes-là. Alors, les traitements thermiques, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je doute que parmi l'audience, il y a des gens qui ne connaissent pas le terme traitement thermique, ça consiste à chauffer et refroidir des pièces en acier, en particulier en acier, mais ça peut être d'autres métaux, hein. Là, on va parler beaucoup de l'acier. Et donc là, j'ai décomposé en 2 slides, d'abord les mécanismes de chauffe et après les mécanismes de refroidissement. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire, on va le résumer en 2 slides. Donc, quand on parle de la chauffe, donc le cycle thermique imposé sur l'acier va influencer la microstructure de l'acier. Alors là, il faudrait développer, hein, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Dans la microstructure, on entend ce qui se passe à l'échelle des atomes, donc l'organisation de la matière. Et quand on chauffe le matériau, l'organisation des atomes va évoluer, en particulier à certaines températures bien définies, et l'organisation va être modifiée. Donc, par exemple, dans l'acier ou dans le fer pur, on va passer d'une structure cubique centrée à une cubique face centrée, c'est-à-dire que les atomes ne vont pas tout à fait s'arranger de la même manière. Et ça aura des conséquences sur des propriétés internes et aussi sur le volume de la pièce, puisque la densité ne va pas être exactement la même entre les deux organisations de microstructures. Et puis, si on fait le chauffage dans une atmosphère contrôlée, on peut modifier la surface de l'acier, par exemple en faisant diffuser des composés tels que le carbone, l'azote ou l'oxygène à l'intérieur de l'acier, dans sa surface. Et puis, il peut aussi se produire des changements internes à l'acier avec une dissolution ou la formation de précipités, soit d'éléments qui étaient déjà préexistants dans l'acier lors de son élaboration, soit d'éléments qu'on aura ajoutés lors du traitement thermique. Lors du refroidissement, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en jeu, hein. Donc, lorsqu'on fait un refroidissement, il y a différentes conditions de refroidissement qui sont possibles. On peut faire, si on prend 2 cas assez grossiers, on peut faire un refroidissement rapide et un refroidissement long. Alors, si on fait un refroidissement rapide, on va figer une microstructure qui existe à haute température, mais qui n'est pas forcément stable à basse température. Et le fait de refroidir brutalement, on va figer cette microstructure qu'on a produit à haute température et on va obtenir de nouvelles propriétés du coup. Et puis, on peut faire un refroidissement long
Et là, la microstructure aura le temps de s'organiser. Et l'objectif est plutôt, là, dans ce cas-là, d'équilibrer la microstructure, de retrouver des microstructures stabilisées avec le moins de contraintes possible. Donc sur la droite, là, vous avez des images qui sont peut-être pas très parlantes pour certains d'entre vous. Hein. Ça représente en fait ce qu'on observe dans un microscope quand on va faire un grossissement tel qu'on voit quelques microns sur une surface polie avec une attaque chimique particulière. On va révéler les grains qui constituent l'acier et donc les phases qui sont présentes par création de contraste lors de l'attaque chimique. Et donc là, vous voyez un échantillon de différentes microstructures d'un même acier cette microstructure a été obtenue suivant les conditions de chauffe et de refroidissement, avec par exemple, quand on part du haut, des refroidissements plutôt très lents, et quand on est plutôt tout en bas, dans la 5e photo, plutôt sur des refroidissements très rapides, avec la formation d'une microstructure qui est liée au fait qu'on est refroidi très rapidement et figé une microstructure qui a été d'abord équilibrée à haute température. Alors dans tous les cas, on va observer une modification donc, de la répartition des contraintes internes, parce qu'on fait bouger ces atomes, on les fige dans des positions qui sont instables pour eux, et donc ça crée des tensions dans la matière qui sont des contraintes, et ces contraintes vont nous intéresser parce qu'elles peuvent produire de la dureté, et vont intéresser le mécanicien du fait qu'il y aura de la dureté qui sera créée par ces cycles thermiques. Et puis, une petite notion aussi à avoir en tête, c'est que l'équilibrage des champs de contraintes va provoquer des changements de forme. C'est-à-dire que quand on chauffe, j'ai rapidement dit, mais il y a un changement de volume du fait de l'organisation des atomes qui change. Et quand on va refroidir, se surimposent des contraintes qui, en fonction des zones qui vont refroidir plus vite que d'autres, vont créer des changements de forme. Des pièces vont donc se déformer lors des cycles thermiques. Et ça, c'est des choses qu'on doit aussi prendre en compte avec nos clients pour anticiper ces déformations qui vont pénaliser le respect des cotes au final. Donc quand on fait du traitement thermique, on a accès à des paramètres de traitement, donc vous avez compris, hein, du coup on fait des cycles thermiques, donc on a besoin de bien maîtriser la température, le temps, et l'atmosphère dans laquelle on réalise ce traitement thermique. Donc au niveau de temps, température, ce qui nous intéresse, c'est à quelle température on se situe, donc il faut être très précis dans la température qu'on va imposer à la matière. Et ça demande aussi d'avoir des installations qui garantissent une très bonne homogénéité de la température dans le volume de traitement, hein, pour que toutes les pièces soient positionnées à la même température. On doit maîtriser aussi de façon assez précise le temps de maintien, puisque pendant qu'on maintient les pièces à haute température, il y a des temps à respecter, sinon on a des phénomènes qui peuvent être pénalisants du point de vue mécanique, par exemple avec des grossissements de grains. Et on doit aussi maîtriser les vitesses de refroidissement, puisque suivant les vitesses, vous avez compris qu'on pouvait obtenir différentes phases et microstructures, et donc différentes propriétés mécaniques. Sachant que si on refroidit vraiment trop vite, certains aciers vont être soumis à de telles contraintes qu'il peut y avoir des tapures de trempe. Ce qu'on appelle les tapures de trempe, c'est des ruptures de pièces. Donc il faut savoir bien maîtriser aussi sa vitesse de refroidissement. Et puis l'atmosphère de traitement, donc les paramètres, ça va être bien sûr le type d'atmosphère, hein, donc on va avoir des installations qui permettent de gérer l'atmosphère, soit de traiter des pièces en les chauffant sous vide, donc en enlevant l'atmosphère environnante, soit en gérant des pressions partielles, c'est-à-dire qu'on injecte un gaz neutre le plus souvent, qui va être une pression intermédiaire entre la pression atmosphérique et le vide. Et puis on peut aussi, quand on travaille en pression partielle, injecter un gaz qui va réagir avec la surface. Et là, on est sur des paramètres qui vont être de typologie de gaz, donc le type de gaz qu'on va injecter dans le four. Ça peut être un gaz qui apporte du carbone, qui apporte de l'azote, qui apporte de l'oxygène. Et on va gérer donc des débits de gaz, des mélanges de gaz. Et puis, si on travaille en plus avec des plasmas, on va aussi pouvoir gérer des paramètres électriques du plasma, c'est-à-dire une tension appliquée, des pulsations de courant, etc. sur du plasma. Bon, ça, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, il faut savoir que c'est aussi des paramètres qu'on peut gérer sur des installations de traitement thermique.
Et pour maîtriser, donc la maîtrise des paramètres, c'est très important du coup. Et on a la chance de bénéficier d'évolutions technologiques constamment en fait sur nos installations. Donc les exigences sont assez fortes sur la maîtrise des procédés. Et on s'appuie sur des capteurs de température, par exemple, sur des capteurs de pression, sur des débitmètres massiques, sur pas mal de matériel en fait qui permet de bien mesurer ce qui se passe dans le four et de bien réguler ces paramètres dans les fourchettes qui sont celles qu'on doit imposer pour respecter les caractéristiques du matériau. Et tout ça, c'est associé aussi à des évolutions qui sont sensibles sur les automatismes, les régulateurs et toute la partie électronique, on va dire, qui gère ces capteurs et qui crée des boucles de régulation. Il y a aussi des avancées notables qui sont réalisées par nos partenaires qui fabriquent nos installations sur la conception des fours pour en particulier garantir l'homogénéité dans les installations, mais aussi les bilans énergétiques de nos installations qui doivent s'améliorer. Aujourd'hui, on a des critères et des contraintes de respect de consommation énergétique. Et puis pour les atmosphères, donc je l'ai déjà dit, on a des capteurs de pression, des débitmètres. On travaille beaucoup avec des sondes qui mesurent les gaz dans nos installations, que ce soit de l'oxygène, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac, de l'hydrogène, comme les exemples qui sont cités ici. Voilà. Et puis on a plus rarement, mais ça existe chez nous, des spectromètres qui permettent de faire des mesures in situ de composés chimiques gazeux dans des installations. Et tout ça est enregistré donc sur des systèmes de supervision qui permettent d'avoir accès à tous ces paramètres, de les enregistrer, de les conserver et archiver. Et on peut aussi intervenir sur les installations pour faire des corrections si jamais on détecte une anomalie. Voilà pour l'introduction. Donc là, on va plutôt se focaliser sur les traitements multifonctionnels. Et je vais un petit peu introduire ce que c'est qu'un traitement multifonctionnel. Et déjà, je vais vous parler de comment on peut améliorer simultanément plusieurs propriétés d'un acier. Donc, ajuster les propriétés superficielles de l'application à l'application, pardon. Là, on a parlé du traitement thermique, disons, dans la masse. On va appeler ça dans la masse, c'est-à-dire qu'on crée des caractéristiques mécaniques internes à l'acier. Et si, en plus de cela, on amène des propriétés superficielles et qu'on couple plusieurs propriétés superficielles, on va parler de traitement multifonctionnel. Donc, on peut, par exemple, améliorer, comme propriété de surface, la résistance à la corrosion d'un acier par un traitement particulier. On peut aussi améliorer sa dureté superficielle, c'est-à-dire conserver une dureté relativement basse à cœur, mais en surface, amener de la dureté. Ça permet d'avoir des composants qui ont une bonne tenue en fatigue, par exemple. Et puis, on peut améliorer d'autres propriétés comme la résistance au grippage, la résistance au collage. Et puis, parfois, on nous demande aussi d'améliorer l'aspect. Ça peut être que de la cosmétique, mais c'est une propriété qui, parfois, est importante pour nos clients. Et puis, donc, pour atteindre cet objectif, il y a différents procédés possibles. On rentre dans le domaine des traitements dits superficiels. On peut envisager de modifier la composition superficielle de l'acier ou de faire des dépôts en surface. Comme ça, vous aurez un webinaire sur les revêtements de surface dans une quinzaine de jours. Et en modifiant les surfaces ou en apportant des revêtements en surface, on va amener des propriétés qui sont liées à ces composés qu'on va avoir en surface. Donc c'est là qu'on parle de traitement multifonctionnel, lorsqu'on a plusieurs propriétés qui sont améliorées simultanément. Alors parmi tous ces procédés possibles en surface, on va parler des traitements thermochimiques. Alors ce qu'on appelle thermochimiques, ce sont des traitements où on va chauffer, thermo, et puis on va faire une réaction chimique en surface, c'est pour ça que ça a un nom composé, thermochimique. Et donc on va se focaliser donc sur la modification de la composition superficielle de l'acier. On appelle ça aussi des traitements de diffusion parce que ces modifications sont faites par l'addition en surface, par un mécanisme de diffusion
de composés, donc principalement de l'azote et ou du carbone simultanément, mais ça peut être que de l'azote seul ou que du carbone seul. Donc là, ça rentre dans une famille qu'on appelle les traitements thermochimiques. J'oublie quelque chose. Non. Donc dans ces familles de traitements dits thermochimiques, on va se focaliser sur les traitements de nitruration et de nitrocarburation. Donc là, j'ai besoin de faire une petite introduction pour le vocabulaire. La nitruration, ça consiste à apporter de l'azote par diffusion, donc, en surface d'un acier, en immergeant finalement la pièce en acier ou les pièces en acier dans une atmosphère qui contiendra de l'azote en quantité suffisante pour que cet azote, du point de vue énergétique, ait la volonté de rentrer dans l'acier en fait en surface, donc de diffuser dans l'acier. Ces traitements se pratiquent en général entre 480 et 540 degrés. Bon, il y a des variantes, hein, mais généralement c'est dans cet ordre de grandeur de température. Et la nitrocarburation, qui est une autre définition, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la nitruration. La différence, c'est qu'on va faire co-diffuser, donc en même temps que l'azote, du carbone, et on va ajouter simultanément donc une quantité importante d'azote et une fraction de carbone pour former des couches un petit peu particulières qu'on verra un petit peu après. Et dans la pratique, ces traitements de nitrocarburation se font dans une plage de température de l'ordre de 560 à 620 degrés. Donc on voit que les températures qu'on a ici, alors pour des traiteurs comme nous, on considère que c'est des températures qui sont moyennement élevées. Hein, on a des traitements qui sont beaucoup plus élevés pour d'autres types de traitements thermochimiques. Là, on reste dans des températures moyennes, on va dire, où l'acier, en fait, va être transformé en surface, mais ne va pas avoir de transformation de microstructure à cœur. Il existe plusieurs procédés pour amener de l'azote et du carbone. L'être humain est très inventif et depuis le nombre d'années où on pratique ce genre de traitement, on le pratiquait déjà il y a très très longtemps quand on traitait les épées dans l'urine de mouton pour amener de l'azote. Aujourd'hui, les procédés sont un peu plus modernes. Donc, on a des procédés en bain de sel qui sont toujours pratiqués dans le monde entier, où là, le principe, c'est de tremper les pièces dans un bain de sel fondu qui contient alors plusieurs éléments chimiques, mais le principal qui va amener l'azote et le carbone, c'est le cyanate, CNO. On pratique par ailleurs de la nitruration ou de la nitrocarburation dans des mélanges gazeux, en immergeant les pièces, en les chauffant dans des mélanges gazeux. Donc ces mélanges-là contiennent principalement de l'ammoniac, NH3, source d'azote, et puis du CO2 souvent, qui est la source de carbone. Et puis il y a une troisième technologie qui est très développée industriellement également, c'est exposer les pièces à des plasmas, donc c'est des gaz ionisés en fait, dans des enceintes particulière, et on utilise dans ce cas-là de l'azote, du diazote, du dihydrogène, donc des gaz a priori neutres, mais qu'on arrive à décomposer par les plasmas pour qu'ils soient source d'azote, et puis le CH4, donc c'est du méthane, qui va être la source de carbone. Donc, dans la pratique, j'ai une flèche qui se met au milieu là. Dans la pratique, donc l'acier absorbe donc l'azote et le carbone. Alors là, il faut, bon, je vais très vite, mais il faut être dans des conditions quand même bien particulières, c'est-à-dire qu'il faut être dans la bonne température, il faut que le milieu contienne les bons composés, avec une teneur en composés qui soit adaptée pour pouvoir activer ce moteur de diffusion finalement. Donc le mécanisme, c'est le suivant. Donc la surface de l'acier absorbe de l'azote et du carbone. Et donc il y a d'abord, on voit dans les petits schémas, alors c'est pas évident, c'est pas bien gros, on voit des molécules en fait, par exemple d'ammoniac sur le premier schéma à gauche, qui va se décomposer au voisinage de la surface pour libérer de l'azote, et l'azote va venir s'absorber en surface et ensuite diffuser à l'intérieur de l'acier. La même chose pour le carbone, le CO2 va se décomposer, libérer du carbone, et le carbone va être absorbé par l'acier, qui fonctionne un peu comme un buvard.
Et là, on va avoir donc introduction d'azote, suivant le temps de traitement et la température, qui va être compris sur quelques dixièmes de millimètre, on va dire. C'est très variable, hein. Il y a des clients qui vont demander quelques dixièmes, d'autres beaucoup plus, ça dépend un petit peu des applications. Et l'enrichissement en azote va se faire donc avec un mode de diffusion, c'est-à-dire qu'on aura une richesse importante en surface qui correspond à l'équilibre avec l'atmosphère, et puis ensuite en sous-couche, on aura une concentration décroissante jusqu'à retrouver la concentration initiale de l'acier. Donc on a ce qu'on appelle un profil de diffusion en éléments d'addition. Donc on a un gradient finalement d'azote qui est de la surface jusqu'au cœur, alors jusqu'à la zone de diffusion, donc sur les quelques dixièmes, on a un gradient d'azote et ou de carbone. Et donc on a un gradient de propriété avec là où il y a beaucoup d'azote plutôt dur et là où il y a beaucoup moins d'azote un peu moins dur, voire la dureté initiale de l'acier. Alors ce qui est particulier avec ces traitements en nitruration et nitrocarburation, c'est qu'en plus de ces phénomènes de diffusion, quand on est suffisamment riche en azote en surface, on va former un composé, on va transformer l'acier en autre chose que de l'acier. On va former un nitrure de fer ou nitrure de fer et d'éléments d'alliage de l'acier. Et donc, on va former une couche de combinaison qui fait quelques microns, on va dire de 10 à 20 microns en général. Hein, donc l'échelle par rapport au millimètre, hein, c'est beaucoup moins épais que la couche de diffusion, mais ça a des propriétés très intéressantes et ça revient à faire une conversion de la surface dans un composé qui a des propriétés propres qui ne sont pas celles de l'acier, qui sont celles d'un nitrure ou d'un carbonitrure de fer ou de fer et chrome. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ces composés de surface conformes, nitrure ou carbonitrure, ont des propriétés qui sont importantes pour la mécanique. Par exemple, on va avoir de la résistance au grippage qui est apportée par le fait que ces nitrures ou carbonitrures ont un point de fusion nettement plus élevé que l'acier. C'est-à-dire que quand vous frottez deux pièces en métal, l'échauffement peut provoquer un soudage et si vous déplacez, ça fait un grippage, arrachement, grippage. Le fait qu'il y ait un nitrure en surface, vous vous retrouvez avec quelque chose qui ne va pas se souder et donc on va repousser la limite de contrainte au-delà de laquelle on va avoir ces phénomènes de grippage qui sont un mode de dégradation quand même assez catastrophique sur les pièces mécaniques qui sont en mouvement. Donc la nitruration est un bon moyen de lutter contre ça. On peut aussi améliorer la résistance au collage, hein, puisque ces nitrures et carbonitrures ont une grande inertie chimique, c'est-à-dire qu'ils réagissent peu avec leur environnement une fois qu'ils sont formés. Donc dans l'industrie de la plasturgie, par exemple, c'est intéressant parfois d'avoir des matériaux de surface qui ne vont pas réagir avec le polymère qui est moulé ou injecté. La nitruration peut répondre à ces problématiques-là. Ça marche aussi très bien par exemple sur de la fonderie aluminium, où l'aluminium fondu ne va pas réagir avec l'acier s'il y a une couche de nitrure entre l'acier et l'aluminium. Et puis, ça peut amener de la résistance à l'usure, hein, puisque ce nitrure a une dureté nettement plus élevée que la plupart des aciers, traités même. Donc, on va avoir des duretés qui sont de 2 à 5 fois augmentées par rapport à l'acier initial. Ça dépend un peu de l'acier et de sa composition. Mais bon, voilà, donc ça amène de la dureté en surface qui amène de la résistance à l'usure à la pièce qui sera sollicitée mécaniquement. Et puis, comme ça a une inertie chimique importante aussi, alors sous certaines conditions, ça amène de la résistance à la corrosion. C'est-à-dire qu'un acier qui est nitruré, la couche de combinaison est bien réalisée, on va améliorer la résistance à la corrosion de cet acier. Alors la corrosion, c'est assez vaste hein, comme domaine. Donc là, dans le temps qu'on a aujourd'hui, on ne va pas traiter tous les cas de corrosion, mais le cas général, corrosion atmosphérique en milieu humide, bon, la nitruration est un bon moyen de lutter contre ce type de corrosion. On en a parlé un petit peu, quand on fait du traitement thermique, on génère des contraintes. Et bien, quand on fait de la diffusion d'azote et de carbone dans une structure, on va venir insérer donc des atomes d'azote et de carbone au milieu des atomes de fer et de chrome et d'éléments d'alliage. Et on va créer donc des contraintes. Il faut qu'ils fassent leur place, ces atomes qui rentrent dans l'acier. Donc ils poussent les autres et comme on est sur un volume fini, il y a des contraintes qui se créent et ces contraintes sont des contraintes de compression qui intéressent
bien la mécanique, puisque ce sont des contraintes qui vont lutter contre la propagation de fissures qui s'initieraient en surface. Donc ça aura pour conséquence d'améliorer de façon importante, en tout cas quand on fait de la nitruration à des profondeurs qui commencent à être de quelques dixièmes de millimètres, on aura un gain important en résistance à la fatigue. Et puis, je l'ai précisé ici, mais il y a une caractéristique intéressante sur les traitements de nitruration, nitrocarburation, c'est que la dureté qu'on obtient dans la zone enrichie en azoté et en carbone, elle résiste bien à l'adoucissement au revenu. Donc la dureté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dureté va être préservée même si on chauffe un peu les pièces. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de traitements de durcissement des aciers, où dès qu'on va faire travailler les pièces à chaud, on risque de perdre quand même des propriétés. La nitruration est un bon moyen de lutter contre ces pertes de caractéristiques en travaillant les températures. Bon, il faut rester dans les températures, on va dire modérées, hein. Là, on parle de jusqu'à 600 degrés, et puis il faut aussi se tenir compte du temps d'exposition à cette température, mais globalement, ça amène un plus sur la résistance. Voilà pour un petit peu situer les traitements thermochimiques de nitruration et nitrocarburation. Et là, je vais donc embrayer sur des traitements qu'on a développés au sein de Thermilion, en commençant par celui qu'on a baptisé Therminitrox. Alors chez nous, on utilise thermi comme référence, et puis on ajoute un suffixe qui va nous donner un petit peu l'indication sur le type de traitement. Donc la nitrox, parce que c'est pour faire de la nitruration avec une oxydation et donc avec une résistance particulière à la corrosion. Donc ça s'applique à des traits d'acier, on va dire standards, donc des aciers faiblement alliés, plus particulièrement. Et pareil, hein, je vais être assez concis. Le procédé de nitrocarburation donc gazeuse Therminitrox. Donc dans le titre, vous avez déjà le procédé. Hein, c'est donc un procédé à base de gaz, donc c'est des procédés gazeux qui se font dans des fours en fait dans lesquels on va injecter des sources d'azote, donc de l'ammoniac, et puis des gaz pour amener du carbone pour faire de la nitrocarburation. Et puis on va aussi ajouter des gaz oxydants suivant la phase du procédé dans lequel on se situe pour faire de la post-oxydation. C'est-à-dire qu'on va enchaîner dans le même process une nitrocarburation, donc pour faire cette fameuse couche de combinaison et cette couche de diffusion, et puis on terminera le process dans le même four par une phase d'oxydation qui amènera des propriétés intéressantes du point de vue tenue corrosion. Donc là, vous avez un schéma qui est un petit peu général sur le déroulé du procédé, donc avec une première phase de préoxydation qui se fait dans une température modérée, entre 300 et 400 degrés, on va dire, où là, on va venir préparer la surface à être apte à bien recevoir l'azote et le carbone. Ensuite, on a une phase qui se situe plutôt autour de 580 degrés, puisqu'on est en nitrocarburation, où là, on va amener, grâce à l'ammoniac et au CO2, on va amener en fait des éléments tels que l'azote et le carbone qui vont venir diffuser dans l'acier. Et ensuite, on va ajuster la température de l'ordre de 450-500 degrés pour faire l'oxydation en injectant soit de l'eau, soit de l'air, ça dépend des procédés, pour faire de la post-oxydation. Et ensuite, on va refroidir les pièces par un moyen donc en gazeux. On refroidit ça donc en injectant un gaz froid en fait neutre dans le four et en ventilant le four. Ces procédés-là, aujourd'hui, sont très développés dans différents domaines de la mécanique, et en particulier, il y a des normes qui régissent la façon dont on régule ces procédés, qui sont des normes américaines, qui sont appliquées pour les marchés aéronautiques, qui sont les AMS 2759, donc l'extension 10 pour la régulation du KN, et puis la 12, c'est pour les nitrocarburations avec la maîtrise du potentiel carbone, donc de l'enrichissement carbone, qu'on appelle le KC. En termes de couche obtenue, donc là, je vous donne un exemple sur du 42 CRMO4 qu'on a traité à 580 degrés, donc dans un procédé Therminitrox. Donc ça, il y a beaucoup de choses sur ce slide-là. Donc on voit en fait que la micrographie au centre, c'est une coupe en fait d'une pièce en fait où on va
voir en fait en coupe transverse donc la couche de combinaison qui apparaît sur le haut de la micrographie. Donc vous voyez qu'il y a une couche un peu blanche là, hein, donc on l'appelle souvent la couche blanche parce qu'on l'observe comme ça. C'est-à-dire quand on fait l'attaque en métallographique pour observer la microstructure, le contraste qu'on crée nous montre une couche plutôt blanche qui est donc peu attaquée par l'acide. Et on révèle comme ça bien l'épaisseur de la couche et sa morphologie. Et là, on observe qu'il y a une partie externe qui est plutôt grisée, parce qu'elle est microporeuse, et puis une partie interne qui est plutôt blanche, qui est plutôt compacte, et qui est composée en fait de nitrures de fer. Alors, il y a différents types de nitrures qui peuvent être formées suivant l'enrichissement qu'on amène en azote et en carbone. Et donc le schéma à droite vous montre que la diffusion peut créer deux types de nitrures en surface, un nitrure qu'on appelle epsilon, qui est un nitrure qui est de type Fe2, alors NEC pour azote carbone, 1-X, donc c'est un Fe2N mais un petit peu déficitaire en azote et en carbone. Et puis vous avez du gamma prime qui est plutôt un Fe4N, qui sont deux nitrures, donc qui ont des duretés relativement élevées, hein, qui sont de l'ordre de 1000 à 1200 Vickers, et qui viennent donc se former en surface par conversion de l'acier en nitrure. Donc il n'y a pas d'interface comme un dépôt, hein, c'est continu, l'adhérence, il n'y a pas de problème d'adhérence, on va dire, la couche est intrinsèquement liée à la zone de diffusion et amène ses propriétés de surface. Donc là, il y a différents exemples de morphologie qu'on peut obtenir en faisant varier les paramètres de procédé. Donc là, c'est une sorte de tableau résumé en fait qui donne des exemples sur différents types de l'acier doux jusqu'au 42 CRMO4. Donc j'ai choisi volontairement ces nuances-là parce qu'on voit que sur des aciers qui sont, on va dire, entre guillemets bas de gamme, c'est-à-dire qui contiennent très peu d'éléments d'alliage, à part le 42 CRMO4, on peut amener en surface une couche qui fait 10 à 20 microns d'épaisseur, avec des caractéristiques intéressantes du point de vue mécanique, et qui vont amener vraiment des propriétés au niveau grippage d'usure que ne pourraient pas tenir ces matériaux-là initialement. Et donc là, vous avez différentes conditions qui montrent qu'on peut être plus ou moins poreux. Et on pourrait aussi être plus ou moins épais si on faisait varier d'autres paramètres, hein, mais voilà. Là, ça permet de voir que suivant la nuance, à isoparamètres, on va avoir des couches qui vont être très similaires, parfois un peu plus épaisses, un peu moins épaisses, suivant les éléments d'alliage, et un peu plus ou moins poreuses, suivant les paramètres d'enrichissement azote et carbone qu'on va figer dans le procédé. Du point de vue des performances de ces traitements-là, ce qui est intéressant, c'est au-delà des caractéristiques, on va dire, de dureté de surface, on amène une tenue à la corrosion qui est intéressante, puisque sur des tests accélérés comme le brouillard salin, on arrive à obtenir des pièces qui ne présenteront pas de départ de corrosion jusqu'à 3. Alors l'exemple ici c'est 360 heures, mais ça dépend des caractéristiques attendues par le client, mais jusqu'à 400, 450 heures, il n'y a pas d'apparition de corrosion, et on obtient donc des couches qui protègent bien l'acier, puisqu'un acier il ne serait pas traité, au bout de quelques heures, il serait couvert de rouille. Donc du coup, on voit bien la différence. On passe de quelques heures à l'exposition au brouillard salin à plus de 300 heures, 360 heures, sans qu'il y ait apparition de corrosion. J'enchaîne sur d'autres types de traitements qu'on a développés, qui sont toujours à base d'azote et de carbone, mais qui vont s'adresser plutôt à des aciers inoxydables. Je commence par le Thermi-SP, donc, qui est une nitrocarburation qui est destinée particulièrement aux aciers inoxydables de la famille des austénitiques. Alors, je me permets un tout petit rappel sur les aciers inoxydables pour situer un peu la problématique. Donc, un acier inoxydable, c'est un acier qui contient au minimum, d'après la norme, 10,5% de chrome. Et ce qui le caractérise, c'est que cette présence de chrome
au-delà de 10,5%, lui permet de se protéger de la corrosion par formation d'une couche qu'on appelle passive. C'est une couche, grossièrement, c'est une couche d'oxyde de chrome et de fer. Et en fait, c'est une peau protectrice sur sa surface qui le protège des agressions chimiques externes. Donc cette couche passive, elle est auto-cicatrisante, c'est-à-dire que si on fait une rayure dessus, elle va se régénérer dans l'air. Donc ça explique pourquoi ces aciers-là ont une bonne tenue corrosion, en fait, même s'ils sont mécaniquement sollicités. Par contre, elle peut être fragilisée par des agents agressifs, du chlore, du soufre, qui sont des agents qui vont empêcher la reformation de cette couche passive. Et on aura des problèmes de corrosion localisée sur des aciers inox si on les expose par exemple à de l'eau de javel ou des composés de ce type-là. Alors la problématique avec les aciers inoxydables, c'est que en tout cas les austénitiques, ils ont une dureté qui est pas très élevée. Et il y a des applications mécaniques où on aurait bien aimé les avoir pour leurs propriétés anti-corrosion, mais aussi qu'ils aient une bonne résistance à l'usure ou qu'en tout cas ils aient une résistance améliorée au collage, au grippage. Et pour faire une nitrocarburation sur des aciers inoxydables, il faut commencer par enlever cette couche passive qui protège l'acier, parce que si on n'enlève pas la couche passive, on n'arrivera pas à faire diffuser de l'azote et ou du carbone dans l'acier inoxydable. Donc il faut passer par une phase d'élimination de la couche passive. Et si malgré tout on arrive à enlever cette couche passive, on fait la nitrocarburation dans les conditions standards telles que définies par exemple pour le therminitrox qu'on a vu juste avant, on va observer une précipitation du chrome qui est présent dans l'acier avec l'azote, et on va former ce qu'on appelle les nitres de chrome. Donc l'affinité de l'azote et du chrome est forte, et donc on va du coup consommer du chrome libre et on va empêcher l'acier de se repassiver. Donc les fameux 10,5% qui sont à la limite pour former cette couche passive protectrice, si une partie du chrome a précipité avec l'azote pour former des nitrures, ça revient à dire que l'acier il est en dessous de 10,5% en chrome disponible et il ne peut plus reformer sa couche passive et donc il va être sensible à la corrosion. Par contre, tout l'enjeu, c'est de faire diffuser de l'azote sans provoquer la précipitation. Et là, c'était l'enjeu du ThermiSP, c'était de réussir à faire ce traitement sans précipiter le nitre de chrome. Alors juste pour montrer l'effet, en fait, si on réalise une nitrocarburation classique, telle que le therminitrox, donc sur un acier inoxydable, vous avez à droite la micrographie du haut, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est du 42 CrMO4, on a une couche de combinaison et en dessous une couche de diffusion. Si on applique le même traitement à un acier inoxydable, vous avez par exemple le XE5CRNI 1810, donc c'est du 304L. Voilà, vous avez, pour les non spécialistes, je vous fais un petit décodage de la photo. Vous observez qu'en coupe, il y a une zone plutôt gris foncé, sombre, noir. Alors, le noir tout en haut, c'est la résine, mais après, il y a une zone grise, et puis en dessous, une zone plutôt claire. La zone grise, en fait, ça signifie que quand on a fait l'attaque métallographique avec de l'acide, cette zone s'est corrodée, et donc c'est la zone qui a été enrichie en azote lors du therminitrox. Donc ça veut dire qu'on a sensibilisé l'acier inoxydable à la corrosion par l'introduction d'azote. Donc ça veut dire que dans les conditions standards de nitrocarburation, la température de par exemple 580 degrés, on va dégrader les caractéristiques anticorrosives de l'acier inoxydable. Alors le ThermiSP, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est de pouvoir faire de la nitrocarburation à une température telle que il ne se produit pas de précipitation de nitre de chrome. Et cette température, elle est connue, dans la littérature, on la trouve. Il y a une limite qui est de l'ordre de 430 degrés. Ça dépend un petit peu des aciers, on va dire ça, c'est une donnée qui est valable pour l'acier inoxydable austénitique le plus répandu pour faire de la nitruration, qui est le 316L par exemple, et les I316L. Donc à cette température, qui est une température critique, si on se situe en dessous de cette température et qu'on enrichit la surface en azote, on va
introduire de l'azote dans l'acier. On peut aussi introduire du carbone dans l'acier si on fait une nitrocarburation, et il ne se produit pas de précipitation. S'il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de sensibilisation à la corrosion, puisqu'on nous laisse le chrome disponible pour faire la couche passive. Et donc on a mis au point ce procédé pour donc enrichir sur des épaisseurs de 10 à 30 microns la surface de l'acier. Et à ces températures-là, il se produit un mécanisme particulier qui consiste à surenrichir la surface en azote et en carbone. C'est-à-dire qu'elle est capable, la microstructure est capable d'absorber beaucoup plus d'azote et de carbone qu'elle ne le saurait le faire à la température standard de 580 degrés. Comme il n'y a pas de précipitation, l'azote rentre de façon très importante dans l'acier. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'azote en surnombre crée beaucoup de contraintes et donc se traduit par de la dureté superficielle importante. Donc on a des duretés qui peuvent atteindre 1200 vickers en surface, avec, comme il y a un petit gradient d'azote, une petite variation qui va être de 1200 par exemple en surface jusqu'à 900 à l'interface. Alors ce qu'on voit sur la photo en bas à droite là, c'est que finalement une fois qu'on fait une attaque métallographique, la couche qui a été enrichie en azote et qui devient dure est bien blanche, ce qui signifie qu'elle est très résistante à la corrosion, puisqu'elle ne s'attaque pas quand on fait l'attaque métallographique. Alors le thermi SP, on va le rencontrer, on va le préconiser. Donc bon, vous l'avez compris, il est destiné principalement aux aciers inox austénitiques. On va avoir beaucoup d'applications aujourd'hui sur des nuances de type ESI 316L, ESI 316Ti, qui est une variante du ESI 316L. On le rencontre aussi, on arrive à l'appliquer aussi sur des inox austélitiques un petit peu moins nobles, on va dire, l'ESI 303 ou le 304. Avec là, il faudra une attention particulière parce qu'ils sont plus sensibles à la perte d'inoxydabilité, ces aciers-là, mais on réussit à les traiter en thermi SP. Et on recommande le thermi SP plutôt pour les applications, donc dans l'industrie automobile, par exemple, sur des pièces de turbocompresseurs. Aujourd'hui, on a des clients qui sont dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie des vannes et de la robinetterie aussi, nous sollicitent. On a des sollicitations sur des dispositifs médicaux et puis sur de l'outillage en inox. Voilà, une petite, pour finir sur le thermi SP, une petite slide sur les précautions qui sont nécessaires aussi. Donc il y a je cite juste deux trucs qui sont assez importants. L'historique de la pièce peut impacter le résultat du thermi SP, c'est-à-dire que l'écrouissage superficiel des pièces lié au fait que l'acier inoxydable austénitique a une tendance à facilement s'écrouir déjà quand on le met en œuvre, du point de vue mécanique, si on vient l'usiner ou le déformer. Et cet écrouissage aura des conséquences sur la précipitation de nitre de chrome. Donc un acier un peu écroui peut être sensibilisé à la corrosion, alors que le même acier qui sera parfaitement exempt d'écrouissage aura une bonne réponse au thermi SP. Donc ça, ça nous oblige, nous, à bien discuter aussi avec nos clients sur l'état de la matière quand elle arrive pour faire du traitement en thermi SP. Et puis, notre paramètre aussi à avoir en tête, c'est que la température d'utilisation des pièces doit être pris en compte. C'est-à-dire que le thermi SP, vous l'avez compris, pour qu'il fonctionne, il faut le travailler à des températures relativement faibles, inférieures à 430 degrés. Si vos pièces fonctionnent dans des températures relativement élevées, on va déstabiliser la couche superficielle et on va pouvoir provoquer la précipitation du nitre de chrome. Donc là, dans la littérature, on trouve des courbes qui donnent, en fonction de la température qu'on applique, à quelle durée on peut espérer une stabilité de la couche de thermi SP. Donc par exemple à 250 degrés, au bout de 6 ans, on considère que la moitié de la couche s'est transformée et une partie a donc à précipiter sous forme de nitre de chrome. Je vais terminer par le troisième exemple de traitement qui s'appelle le thermi SNT. Donc c'est un traitement également pour les aciers inoxydables, également à base d'azote. Donc c'est une nitruration,
mais qui s'adresse plutôt aux aciers inoxydables de type ferritique, voire martensitique. Alors pourquoi? Parce que le thermi-SP fonctionne très bien, l'azote vient vraiment diffuser de façon importante et amène de la dureté dans une phase de type austénitique. Il est plus difficile de réaliser du thermi-SP sur des aciers à maille ferritique ou martensitiques parce que pour y parvenir, il faut déjà transformer l'acier en austénite pour ensuite pouvoir l'enrichir. Donc, cela résulte dans des traitements qui sont relativement longs. Donc, du coup, on a développé un traitement spécifique pour les aciers inoxydables de ce type-là, de famille ferritique et martensitique, avec le même objectif, c'est-à-dire de former une couche dure en surface sans dégrader la résistance à la corrosion. Et ça, on parvient à atteindre cet objectif en réalisant le traitement à des températures, dans ce cas-là, relativement élevées, dans un domaine où, là encore, le nitrure ne peut pas précipiter. Et on se retrouve à des températures qui sont plutôt de l'ordre des températures de trempe et d'hypertrempe, c'est-à-dire des températures qui sont supérieures à 1000 voire 1100 degrés. Un domaine de température où l'azote va pouvoir diffuser sans créer de nitrure de chrome. Et comme on travaille à très haute température, ensuite on est contraint de refroidir les pièces très rapidement pour éviter pendant le refroidissement, de précipiter, de traverser des zones où le nitrure pourrait précipiter. Donc ce sont des traitements qui sont pratiqués dans des fours équivalents à des fours de trempe sous vide, dans lesquels on va gérer l'atmosphère pour faire l'enrichissement d'azote. Alors ces traitements-là, ils demandent quand même à faire du calcul, alors du calcul de thermodynamique en fait, qui permet de calculer en fait, et on a besoin de calculer la plage de température, la plage de pression d'azote dans le four et la durée du maintien pour se retrouver dans un domaine où on va pouvoir former de l'austénite et donc faire diffuser de l'azote dans l'acier. Donc là, sur le schéma que vous voyez là, pour l'acier, par exemple, l'ASI 430F, hein, c'est un inox ferritique à base de chrome et de molybdène. Le petit triangle en vert, là, c'est la zone dans laquelle on doit se positionner si on veut réussir ce traitement. Donc on se retrouve à des températures un peu supérieures à 1100 degrés, avec des pressions d'azote qui sont de l'ordre de 0,8 bar, par exemple, ou 1 bar. Et on arrive dans ces conditions à faire un enrichissement superficiel en azote sur quelques centaines de microns, quelques dixièmes, et qui amène de la dureté en surface, sans faire de précipité. Donc par exemple, sur les aciers de type ferritique ou martensitique, la réponse va dépendre évidemment de la composition de l'acier et de sa capacité à, en fonction de la teneur en azote, à former une phase austénitique qui va pouvoir permettre la diffusion de l'azote. Donc si on prend le cas par exemple de l'inox ASI 430F, qui apparaît en vert sur le schéma, la dureté par ce traitement va passer de 28 à 52 HRC en surface, ce qui est quand même une augmentation de dureté qui est substantielle, on va dire. Et en même temps, donc ce diagramme, il représente en fait l'augmentation de dureté, mais aussi l'aspect corrosion, puisque comme on travaille sur des inox, on s'assure quand même qu'on ne dégrade pas la tenue corrosion, voire même on l'améliore. Et dans le cas présent, on l'améliore. Le PREN, c'est un indicateur, ça veut dire Pitting Reference Number, c'est une caractéristique de tenue à la corrosion par piqûre. Donc c'est un indice en fait. Et on voit que pour le 430F, par exemple, on passe d'un indice 18 à 25. Le 316L, qui est un acier inoxydable qui a une très bonne résistance à la piqûre, est de l'ordre de 27-28 en PREN. Donc du coup, on va transformer un acier inoxydable ferritique qui est correct en corrosion sans plus à quelque chose qui s'apparente à un très bon acier inoxydable du point de vue de la tenue corrosion, tout en augmentant sa dureté de façon substantielle, puisqu'on passe de 28 à 52 HRC.
pour les inox martensitique, par exemple le 420, les I420, le gain est moins important en dureté puisque ces aciers-là, de par leur nature martensitique, s'ils ont subi un traitement correct de trempe, ils ont déjà une dureté importante. Donc le gain en dureté est pas si important que ça. Par contre, on gagne quand même un petit peu en indice de tenue à la piqûre et donc on améliore la résistance à la corrosion. Le thermi SNT, on va le retrouver dans des applications où on utilise de l'acier inoxydable martensitique ou ferritique. Donc on va le retrouver encore une fois dans l'industrie automobile, mais plutôt sur des secteurs pompes et injection. On va le retrouver dans l'industrie du point de vue général, sur des pompes, des vannes, des buses, donc des pièces qui sont déjà sollicitées mécaniquement, qui sont en inox martensitique par exemple, sur lesquelles on a besoin d'améliorer un petit peu la dureté, mais aussi la tenue corrosion. On va le trouver dans le médical, on va le trouver dans l'agroalimentaire, mais aussi on peut trouver des applications dans l'art de la table, par exemple sur de la coutellerie ou des aciers inoxydables sont régulièrement utilisés pour ce type d'application. Voilà, je vous remercie. Merci Stéphane. Merci à tous. Donc du coup, on va pouvoir passer aux questions. Alors, je vais commencer par les premières questions et puis je laisserai la main à Bernard. Moi, je vais prendre les questions qui sont focalisées sur les traitements. Alors, les premières que j'ai notées, donc Stéphane, concernant le therminitrox, ce traitement s'applique-t-il sur les pièces de série et quel niveau de propreté peut-on espérer avoir? Alors, ce traitement s'applique sur les pièces de série, il n'y a aucun problème. Alors, je n'ai pas précisé, mais ce sont des traitements qui se pratiquent en vrac. Là qu'on peut avoir des pièces de petite taille disposées en vrac dans des paniers. Le traitement va être efficace sur toutes les surfaces, même les points de contact seront traités. Et alors j'ai plus en tête la deuxième partie de la question, c'était... Alors c'était, et quel niveau de propreté peut-on espérer avoir? Alors la propreté, c'est une notion qui est un peu subjective, c'est-à-dire qui dépend de l'application. Après, aujourd'hui, dans les traitements de nitrocarburation, il y a différents procédés. On en a parlé un tout petit peu en parlant par exemple des bains de sel, des plasmas et puis des traitements par voie gazeuse. Aujourd'hui, les traitements par voie gazeuse sont les traitements qui offrent la meilleure propreté de surface, puisqu'ils forment très peu de poussière en surface des pièces. Les couches de combinaison sont avec une porosité bien contrôlée, ce qui fait qu'il n'y a pas d'émission de poussière en surface. Donc, on peut considérer qu'elles sont les plus propres des trois procédés qui sont aujourd'hui utilisés dans l'industrie. Il n'y a pas de micro là. Pardon, excusez-moi. Seconde question par rapport au therminitrox toujours. Donc, d'un point de vue économique, est-ce plus avantageux que de faire, par exemple, une carbonitruration plus un traitement de surface type zingage? Ça dépend des cas. Mais globalement, ça se passe pas au même moment dans la gamme de fabrication des pièces. Donc, la nitrocarburation, j'ai pas tellement insisté là-dessus, mais quand j'ai montré le déroulé d'une chaîne de production de pièces, la nitrocarburation se positionne plutôt en fin de chaîne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la nitrocarburation, on le fait souvent sur des pièces finies. Et il n'y a pas de retour vers un usineur ou vers un tas mécanique d'usinage. Alors que si on fait de la carbonitruration, il y a un aller-retour entre le traiteur et l'usineur parce que les pièces arrivent ébauchées, on fait la carbonitruration et ensuite on les retourne à l'usineur pour qu'il fasse un usinage de finition pour compenser les déformations qui ont eu lieu pendant la carbonitruration. Et ensuite, il y a encore une étape de traitement de surface qui vient s'ajouter. Donc, souvent, quand c'est possible, la nitrocarburation économiquement est plus intéressante que d'enchaîner une carbo avec un usinage intermédiaire et puis un traitement de surface. Très bien. Après, j'avais deux questions concernant le thermi-SP. Alors, la première qui a été posée, est-ce qu'il est possible par un traitement type nitruration d'améliorer la résistance à l'usure sans dégrader la résistance à la corrosion?
Et si oui, y a-t-il des risques d'écaillage? Alors, le thermi SP, c'est typiquement les propriétés apportées, hein. C'est-à-dire qu'on ne dégrade pas la corrosion et on amène de la résistance superficielle, donc de la dureté, donc de la résistance à l'usure, et par là même de la résistance au grippage. Et la couche étant obtenue par diffusion, il n'y a pas d'interface en fait entre la couche qui est dure et puis le substrat. Il y a une continuité parfaite de la matière, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque d'écaillage finalement. Donc il n'y a pas de risque comme si c'était un traitement de surface par exemple avec un défaut d'adhérence. Là, il n'y a pas de problème d'adhérence, donc il n'y a pas de problème d'écaillage. D'accord. Toujours concernant le thermi SP, y a-t-il des opérations de nettoyage à prévoir après le traitement? Et quel est l'aspect des pièces après le thermi SP? Alors le thermi SP, les pièces ressortent couleur acier inoxydable, c'est-à-dire que le traitement ne produit pas d'aspect particulier, c'est-à-dire qu'elles ressortent couleur acier et cet aspect est obtenu directement par le traitement, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de reprendre les pièces par de la tribofinition par exemple ou par un décapage ou un polissage électrolytique ou des procédés qui sont parfois utilisés sur les aciers inoxydables. Là, le thermi SP ne dégrade pas l'aspect de surface des pièces en acier inoxydable. D'accord, merci. Je vais laisser la main à Bernard pour les questions suivantes. Oui, une question concernant le therminitrox. Est-ce que les aciers de décolletage ou aciers de construction sont adaptés à ce traitement? Oui, tout à fait. Après, tous les aciers, en fait, on a vu même les aciers inox réagissent au therminitrox. On forme sur acier donc faiblement allié ou acier de décolletage, on va former une couche de combinaison qui aura les propriétés d'un nitrure de fer ou d'un carbonitrure de fer. Ensuite, il faut quand même intégrer dans la réponse le fait que l'acier, si c'est un acier qui est non allié par exemple, ou qui a de faibles propriétés mécaniques, la couche qui sera quand même dure sera supportée par un acier qui sera relativement mou. Et donc, suivant les sollicitations mécaniques de surface, ça parfois être un problème. C'est-à-dire que si on a une couche très dure sur une sous-couche qui est un peu molle, ça revient à mettre par exemple, je dis souvent, une vitre sur un matelas, vous vous asseyez sur la vitre, elle casse. Donc ça reviendra un peu à faire ça, c'est-à-dire faire une couche très dure sur un acier mou. Donc suivant l'application, c'est plus ou moins indiqué. Si c'est pour faire du frottement sous des charges relativement faibles, pas de forte charge, c'est pour améliorer la tenue au glissement, au frottement, à l'usure, au grippage. Oui, tout à fait adapté à faire des nitrocarburations sur de l'acier de décolletage, il n'y a pas de problème. Merci. On a beaucoup de questions sur le traitement des boules d'injection plastique chargées fibres de verre ou pour des applications pharma. Donc, pour ces questions-là, je vous invite à assister à notre prochain webinaire, parce que nous avons un autre webinaire sur les traitements multifonctionnels à partir des revêtements sous vide. Donc, on vous répondra à ces questions lors de notre prochain webinaire. Une autre question sur le therminitrox. Est-ce que la couche est poreuse et quelle influence ça peut avoir sur la tenue à la corrosion? Alors la couche est poreuse si on le souhaite. En fait, on a des paramètres de traitement qu'on peut ajuster. Donc l'enrichissement en azote et carbone va dans certaines conditions former de la couche poreuse ou pas. Donc on peut manager la morphologie de la couche de combinaison en fonction des paramètres de traitement, en jouant sur le KN et le KC, donc le taux de carbone et d'azote qu'on introduit dans la couche. Et quand on fait des couches poreuses, on s'arrange pour faire des couches micro-poreuses, on va dire, avec des porosités fines, sur à peu près un tiers de la profondeur de la couche. Et cette microporosité peut être mise à profit pour améliorer la tenue corrosion. Et souvent, pour aboutir à cet objectif, on ajoute un produit en surface, une sorte d'imprégnation, on va dire, qui est souvent c'est une huile ou un polymère qui contient des inhibiteurs de corrosion et qui va de façon
chimique, c'est-à-dire protéger l'acier contre la corrosion. Donc on peut éventuellement associer à une hydrocarburation microporeuse des post-traitements, souvent qui se pratiquent après oxydation, qui améliorent la tenue corrosion, effectivement. Et on appelle ça souvent de l'imprégnation. D'accord. Je vous propose d'en rester là pour les questions, parce que nous avons encore beaucoup de questions. Donc, on vous propose de vous répondre par mail afin de ne pas être trop long sur ce webinaire. Alors, effectivement, on prendra le temps de répondre aux questions non répondues par mail rapidement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail également, donc à l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc marketing@thermi-lyon.com. En tout cas, merci pour votre participation. Nous allons mettre le replay donc de ce webinaire en ligne d'ici quelques instants. Donc, vous pourrez y accéder tout simplement en recliquant sur le lien que vous avez utilisé pour vous inscrire, tout simplement. Et puis, après, on mettra évidemment en ligne sur notre chaîne YouTube et puis sur nos réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn. Je vous invite également à vous inscrire à notre prochain webinaire, comme l'annonçait Bernard Salvi, donc qui aura lieu le jeudi 19 novembre à 16h. Et cette fois-ci, ce sera un focus sur les revêtements sous vide. Voilà, merci à tous pour votre attention et puis à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.